Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque semaine, place à la récap de l'actualité. Voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. Et on commence avec une triste nouvelle. Le François était en deuil en ce début de semaine. Samuel Tavernier, le maire de la commune, est décédé le week-end dernier de manière soudaine à l'âge de 68 ans. Une disparition survenue quelques instants seulement après son discours lors de la cérémonie des vœux du personnel municipal devant près de 400 personnes. Face aux nombreuses rumeurs qui ont circulé, un examen médico-légal a été pratiqué et il exclut toute intervention d'un tiers. Jean-Marc Carteron s'est rendu sur place auprès des franciscains. Le François est sous le choc. Samuel Tavernier est décédé brutalement samedi soir, victime d'une crise cardiaque, alors qu'il présentait ses vœux à près de 400 agents municipaux. Ce matin, la commune s'est réveillée dans un silence inhabituel. La mairie est fermée, les services municipaux aussi. Figure connue et très présente sur le terrain, le maire laisse une commune sous le choc. Depuis l'annonce de son décès, les réactions se multiplient. Je peux vous dire que ça m'a touché sévèrement. Très choquante d'apprendre cette nouvelle. On ne s'attendait pas. Je dirais un homme très humble, bienveillant. Et j'ai encore du mal à réaliser qu'il n'est plus là. J'ai entendu les informations à 6 heures le matin. C'est un coup à encaisser, ce n'est pas facile. Samuel était toujours un charmant garçon, il n'a jamais pris la grosse tête, comme on dit. Et donc, c'est vrai, quand j'ai appris sa mort, je vous dis franchement, même hier encore, ça n'allait pas du tout. Vraiment triste. C'était un très bon maire, il était à l'écoute de ses administrés. Un drame vécu en direct par de nombreux agents municipaux. Thierry Claveau, élu de la ville, était présent ce soir-là. Il a été pris de malaise, il a eu mal au thorax apparemment. Et donc, bien sûr, il a été tout de suite pris en charge par les élus qui étaient là et qui sont proches de lui et par un collègue policier. Et ils ont tenté de lui donner quelque chose pour essayer de le remonter. L'ont mis assis et ensuite on a appelé le SAMU l'a réanimé et puis bon, on n'a pas réussi à le réanimer. Voilà, et il est parti. Des agents municipaux encore bouleversés après la mort brutale du maire, mais qui doivent malgré tout s'organiser au plus vite pour que la commune continue de fonctionner. On est sonné, on est groggy, on ne sait pas comment... on n'a même pas compris ce qui nous arrive. C'est-à-dire on le cherche toujours dans les couloirs de la mairie, pour tout vous dire, parce qu'on avait tellement l'habitude de le voir, et il était tellement... Parce que c'était un hyper-maire, c'était un gars qui était extrêmement présent. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas non plus comment seront organisées ces funérailles, ni sa veillée. On ne sait rien. Mais à côté de ça, on a des obligations réglementaires et des délais incompressibles. Ça veut dire que le premier adjoint devient automatiquement le maire par intérim, mais il ne peut pas le rester au-delà de 15 jours. Le François perd aujourd'hui bien plus qu'un maire. Il perd un homme brutalement emporté et une ville entière reste désormais suspendue à son souvenir. L'émotion, mais aussi la violence sont marquées cette semaine d'actualité. Le bilan des homicides continue de s'alourdir en ce mois de janvier. La Martinique compte désormais 4 homicides depuis le début de l'année. Dimanche soir dernier, un homme de 32 ans a été tué par balle au Morne des Esses à Sainte-Marie. Les coups de feu ont été tirés en pleine fête patronale sous les yeux de nombreux spectateurs. Reportage sur place de Dorian Cayuela. En pleine fête patronale, aux alentours de 22h30, 3 coups de feu auraient retenti. Un mouvement de foule se serait alors déclenché. Peu après, un homme a été retrouvé grièvement blessé par 2 balles. Au lendemain de la tragédie, la stupeur envahit les habitants. J'ai vu un mouvement de foule et j'ai eu peur. Donc je me suis pu réfugier un petit peu dans la salle à côté. Et des enfants qui criaient, des mamans qui criaient. Et d'un coup, j'ai entendu le coup de feu, plusieurs coups de feu, 3 coups de feu. Et après ça, bon, on a essayé un peu de calmer un peu pour que les gens n'aient pas trop peur. Et c'est après, les gens ont dit qu'on a tiré sur quelqu'un qui s'est réfugié derrière la salle et malheureusement qui est décédé peu de temps après. Première fois que j'entends des coups de feu aussi près. Et ça fait peur, j'ai eu mal au ventre après. Ouais. Touché par 2 tirs, la victime se serait réfugiée derrière les sanitaires.
C'est là qu'elle aurait succombé à ses blessures. Je pensais que c'était des boîtes jack puisque avec vu le bruit, mais finalement comme la circulation était bloquée, donc en fait je me suis dit que c'est pas des black jack. Là on a compris que c'était des coups de feu. On va pour s'amuser et finalement on se retrouve dans des situations comme ça et on n'a pas compris quoi. Bon après c'est un sentiment de désarroi. On peut pas aller s'amuser, on va s'amuser mais on ne sait pas comment on va ressortir des manifestations. Malgré un dispositif de sécurité composé de 13 agents, une arme aurait réussi à passer les contrôles. Une situation que déplore le chargé de la sécurité de la ville. La clôture de la manifestation le dimanche, nous avons eu à déplorer un jeune tué par arme à feu, malgré le dispositif de sécurité mis en place, validé par un dossier de sécurité transmis aux services préfectoraux. Toutes les dispositions étaient prises justement pour éviter ce genre de situation. Le matin de la manifestation, il y a le traditionnel défilé avec les associations, les allocutions. Donc forcément, il y a déjà du public sur la place. Donc le gros est évacué le temps que les choses se mettent en place pour la partie festive. Pour la traditionnelle parade des Alizés du 1er février 2026, 16 caméras supplémentaires seront installées afin de couvrir la manifestation sous tous ses angles. Mardi maintenant, et changement de sujet, l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Mercosur pourrait avoir des conséquences sur la production locale. Alors que les agriculteurs français se mobilisent depuis plusieurs mois contre ce texte, nos éleveurs martiniquais restent pour l'instant très discrets. Pourtant, cet accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud pourrait directement toucher leur activité. On fait le point avec Louis Sabas. Augustin est éleveur, commerçant de volailles. Et au milieu de ces dindes, pintades et poulets, l'agitation des paysans hexagonaux autour du Mercosur qui favorise l'importation de produits alimentaires comme la viande, le soja et la volaille entre l'Amérique du Sud et l'Europe lui semble bien loin. Si l'accord commercial ne semble pas l'inquiéter, c'est que la profession connaît déjà une forme de concurrence avec des produits made in France ou Europe. Bon, nous avons déjà les poulets congelés, donc, ce qui fait qu'on a déjà quand même une concurrence relativement féroce avec les produits congelés et surgelés. Donc, oui, il faudrait voir aussi que ce sera une nouvelle donne, puisque ce sont des produits qui viennent déjà de ces pays, d'autres pays que la France. Donc, à des prix très moindres, donc ce qui, pour nous, est déjà une concurrence relativement forte. Sentiment quasi similaire pour Brian. Il possède une dizaine de brahmanes répartis sur plusieurs sites, des bêtes destinées à la boucherie. S'ils se sont concernés par les accords du Mercosur, Brian a des préoccupations plus immédiates, comme celle de la production endogène qui a bien du mal à se développer. Alors, avant de parler libre-échange sur la viande, le sucre ou même de se voir submergé par les produits venus d'Amérique du Sud, il souhaite un renforcement de sa filière. La production endogène n'est pas suffisante, mais elle n'est pas suffisante pour des raisons bien sûr techniques. Et le nerf de la guerre, on dit, comme diraient les grandes personnes, c'est que les éleveurs aujourd'hui n'ont pas les finances pour produire, comme je vous dis. Et si on n'a pas les finances pour produire, on ne peut pas produire en quantité. Pour pouvoir produire en quantité, il faut que les éleveurs aient le moyen justement de produire pour diminuer justement l'importation. Mise à disposition par les politiques et que les politiques aussi apprennent à soutenir un peu plus les agriculteurs. Le marché commun du Sud prévoit une augmentation de 99 000 tonnes de viande de bœuf importée par an sur le marché européen, 180 000 tonnes de volaille ou encore 60 000 tonnes de riz et 25 000 tonnes de viande porcine. Des produits d'Amérique du Sud qui ne répondent pas toujours aux standards sanitaires européens. Mais les eurodéputés ont voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, une action qui repousse la ratification du traité. Mardi encore, et direction le tribunal de Fort-de-France avec le verdict qui est tombé aux assises pour le meurtrier de William Petit. L'accusé a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et la Cour n'a pas retenu la légitime défense avancée par les avocats du prévenu. Pour rappel, William Petit avait été poignardé à mort en 2021 à la suite d'un différend. Au dernier jour du procès, le procureur avait requis 18 ans de prison. Les détails devant la caméra de notre rédaction. La mère de la malheureuse victime me dit qu'elle va pouvoir se reprendre en main. J'espère surtout qu'il n'y aura pas d'appel et j'espère surtout que s'il y a un appel, l'attitude de l'accusé sera différente. Je pense que si l'attitude avait été différente, peut-être que le verdict aurait été un peu plus clément. C'est clair qu'il y a eu agression de la part de mon client au départ. Mais cet incident était terminé.
Alors ensuite, il a inventé une histoire de... Il a couru après sur 500 mètres. Le 10e incident bien clair. Il a inventé une histoire que l'autre aurait sorti un couteau, etc. Ça n'a pas tenu, ça n'a pas convaincu, et voilà. Et il a eu une décision, alors que le fait d'abord, dans un premier temps, subi une agression aurait pu aider. Mais cette thèse de la légitime défense, non, personne n'y a cru. Et restons au tribunal avec un autre procès, celui des grands frères de Guadeloupe, qui s'est poursuivi mardi sous tension. Après une première journée d'audience difficile lundi, la défense a critiqué l'attitude de la procureure et a dénoncé un procès politique. Les échanges restent vifs et suivis de près par nos équipes sur place. Reportage. C'est un deuxième jour dans le procès des grands frères de Guadeloupe. Au centre des débats aujourd'hui, les propos de la procureure. Face aux prévenus, elle insiste, questionne et confronte. Sur le banc de la défense, les avocats s'agacent et dénoncent un procès politique. À la barre, l'accusé Didier Laurent, ancien policier guadeloupéen radié de la police. C'est un profil qui interpelle, notamment l'avocate générale. Il a été incarcéré à Fleury-Mérogis, à l'isolement, aux côtés de Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam. La procureure l'interroge longuement. Si le droit passe, oui, bien évidemment, on ne peut rester que positif, mais il ne faut pas oublier que cette affaire a quand même une connotation essentiellement politique et étatique, parce qu'il ne se serait pas là si effectivement l'État à un moment ne s'est pas senti lésé dans ses droits. Ça fait 4 ans qu'ils supportent cette procédure. Ils ont été soumis à des conditions, surtout des conditions de détention qui ont été horribles pour eux, mais vraiment horribles. Et ce serait vraiment tout le mal que je leur souhaite qu'ils soient relaxés. Mais par rapport à ce vœu pieux, j'ai quand même certaines réalité qui tient à la nature de ce dossier. Didier Laurent se défend, il dit avoir aimé son métier, parle d'un engagement total, de nuits sans compter et d'interventions pour apaiser les tensions urbaines. La journée est également animée par le passage à la barre de tous les accusés. La procédure, elle fait 15 000 cotes, qu'on passe des heures et des heures sur 1 ou 2 PV qui ont été dressés, encore une fois à la va-vite. Encore une fois, il y a quelques semaines, ça témoigne des difficultés qu'on a à l'issue de cette procédure pour aller sur la caractérisation des faits, et on reste dans cette idée. On va nous proposer le fantasme, encore une fois, des chefs de gang, et on va colorer ce dossier parce que, au fond, sur les faits, sur l'infraction, moi je vous poserai une question. En retour, je me permettrai une question. Avez-vous les auteurs de ces dégradations ? Au deuxième jour du procès, les auditions se poursuivent, mais une chose domine, la défense accuse la procureure d'avoir franchi une ligne. On s'oriente désormais vers le transport et plus précisément vers le BHNS. Cette semaine, les chauffeurs ont accepté de reprendre le volant après 2 semaines de droit de retrait. Le service est donc de nouveau fonctionnel, mais l'insécurité sur les voies du TCSP restait au cœur de leurs revendications. Et comme vous allez le voir dans ce reportage, tout n'est pas encore totalement rentré dans l'ordre. Jean-Marc Carteron nous en fait le point. Après 15 jours de droit de retrait, les bus du BHNS ont repris du service ce 26 janvier. Sur les quais et aux arrêts, les voyageurs retrouvent enfin une circulation presque normale. À l'origine du conflit, un problème de sécurité et de fluidité sur les voies du TCSP. On ne va pas dire que tout va bien, ça va jamais aller bien, puisque la peut pas être à 100%, on peut pas être à 100%, mais bon, on va dire que c'est à 80%. 80%, on a repris, le bus commence à rouler bien, ça va. Nous là, nous va gérer ça. Au niveau des feux, c'est pas encore vraiment ça. La preuve en est, en bas, ça fonctionne pas trop bien, mais bon, ça va, dans l'ensemble, ça va, on gère quand même. Nous faire ça nous paie. La reprise a été possible après des engagements pris par la collectivité territoriale de Martinique. Désormais, les BHNS circulent à nouveau sur leur voie dédiée. Mais cette décision ne fait pas que des heureux. Du côté des taxis, certains professionnels se disent pénalisés dans leur travail quotidien, notamment aux heures de pointe. Actuellement, nous avons un grand manque à gagner, étant donné déjà qu'il nous pas qu'à faire plusieurs rotations, puisque embouteillage tout le temps. Ça n'est pas possible qu'il y ait qu'à faire les taxis privés à passer, mais pas ni 2 poids, 2 mesures. Ils peuvent faire nous passer, parce que nous pas qu'à gêner TCSPA. On a trouvé ça petit peu raide. Pour des Martiniquais, nous qui faisons des transports de plus de 70 ans. Et puis pour aujourd'hui jour, nous dans une situation ça pas normal. Pour les syndicats, la vigilance reste de mise. S'ils ont accepté de lever le droit de retrait, c'est avant tout pour ne plus pénaliser la population.
Un calendrier a été fixé. Tous les engagements devront être tenus avant le 30 janvier. Hier matin, j'étais présent à la reprise. Effectivement, on a constaté qu'il y a une petite amélioration. On a moins de récalcitrants justement dans la voie, mais il y a toujours les irréductibles qui sont toujours là. On fait pour l'instant avec, puisque comme ils nous ont promis de faire le nécessaire, qu'on laisse le temps aux responsables de faire le nécessaire justement, et puis on va voir. Si les bus ont repris la route, le dossier, lui, reste sous surveillance. Les syndicats attendent maintenant des actes concrets avant le 30 janvier. Le monde économique martiniquais s'est réuni mercredi matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Les chefs d'entreprise ont pris la parole pour réagir à un vote très attendu à la CTM. La hausse de 2 à 3% du versement mobilité pourrait faire fortement grimper la fiscalité pour les structures de plus de 11 salariés. Les explications dans ce reportage de Dorian Cayuela. Sur notre territoire, les transports continuent de faire débat. À la veille d'une séance plénière à la CTM, la Martinique économique tire la sonnette d'alarme face à une nouvelle hausse en examen pour les entreprises. Le monde économique est inquiet. Nous sommes dans des situations au niveau des entreprises très difficiles, aujourd'hui depuis plusieurs années, et singulièrement depuis la crise de la vie chère, donc de fin 2024, où les entreprises ont bien compris, et elles l'avaient déjà intégré, qu'il y avait une problématique de vie chère sur le territoire. Donc cette problématique de vie chère entraîne des disparitions de beaucoup d'entreprises, qui ne savent pas aujourd'hui, qui n'arrivent pas aujourd'hui à survivre à la situation économique difficile. Et ça nécessite de la part des entreprises qui restent la maîtrise de leurs charges. Plus qu'une nécessité, les acteurs parlent d'une urgence. Selon eux, la fiscalité des entreprises de plus de 11 salariés augmenterait de 50%. En cause, le relèvement du versement mobilité qui passerait de 2 à 3%, tel que ciblé par la CTM. Une mesure qui entraînerait une ponction de 33,5 millions d'euros par an sur l'économie locale. L'équivalent, selon les professionnels, du salaire d'un jeune par entreprise supprimée. Pour le président de la CCI, l'entreprise ne doit pas devenir une rambarde de sécurité automatique. Le contexte économique actuel, avec cette lutte contre la vie chère, on ne peut pas systématiquement considérer l'entreprise comme une variable d'ajustement. Et donc nous disons qu'il faut là aussi savoir raison garder. Au final, ces augmentations seront supportées par l'ensemble des Martiniquais. Et c'est ce que nous voulons faire passer comme message. Cette augmentation décidée sans concertation est problématique et qu'il est encore temps de surseoir à la décision, de prendre le temps de la discussion et de la concertation avec les acteurs économiques. Une situation qui n'est pas sans rappeler la hausse annoncée des tarifs de l'eau par Odyssey, avec un impact supplémentaire de plus de 40% pour ces mêmes entreprises. Des décisions qui doivent se jouer demain dans les locaux de la CTM sans que les acteurs économiques n'aient à ce stade pu faire entendre leur voix. Et retour au tribunal avec peut-être une avancée possible dans l'affaire Marion Jenin, plus de 17 ans après sa disparition. L'un des 4 accusés comparé pour la première fois devant la cour d'assises. Il s'agit de Fabien Chérubin, déjà condamné par contumace, mais cette fois présent sur le sol martiniquais pour répondre de ses actes. Cette affaire avait profondément marqué l'île en septembre 2008 et a repris cette semaine avec une première journée d'audience très suivie. Regardez. Nouveau jour aux assises de Fort-de-France et la Cour juge aujourd'hui une affaire criminelle vieille de 18 ans. Jusqu'à mardi prochain, Fabien Chérubin comparé pour l'assassinat de Marion Jenin. La jeune femme avait 23 ans. Elle s'était installée en Martinique pour travailler. Elle disparaît alors en septembre 2008. La jeune femme est ensuite retrouvée égorgée plusieurs semaines plus tard à Saint-Plus. Aujourd'hui, la Cour s'est penchée sur la personnalité de l'accusé, son parcours de vie et son passé judiciaire. Puis un moment très fort est arrivé, l'audition des parents de Marion Jenin en visioconférence. Ils ont été entendus par les juges et jurés et 18 ans après les faits, leur douleur reste intacte et l'émotion s'est emparée de la salle B du tribunal. Cette affaire faisait les gros titres en septembre 2008 et avait profondément choqué. On redoutait le pire tout en espérant encore. L'autopsie pratiquée sur le corps retrouvé hier à Sainte-Luce a reconnu les empreintes dentaires de Marion Jenin, mais l'identification sera officialisée après les tests ADN. Ce matin, devant la cour d'assises, Fabien Chérubin, l'accusé présent dans le box, est longuement interrogé. L'accusé, né en 1986 à Sainte-Lucie, décrit une enfance marquée par la pauvreté. Il évoque aussi des violences subies très jeune. Mais l'audience change ensuite de ton avec l'audition des parents de Marion Jenin. Il témoigne en visioconférence. Le père peine à retenir ses larmes.
La mère prend la parole à son tour et raconte l'attente et le silence de l'accusé pendant 20 jours de recherche. C'était très poignant quand il s'agissait effectivement d'entendre le père donc, de Marion Genin qui a exprimé sa colère, une colère qui est tout à fait légitime. Cette incompréhension demeure toujours aujourd'hui. Le père de la victime déclare devant la cour à plusieurs reprises, je cite, « Pourquoi ne pas avoir indiqué plus tôt l'endroit où se trouvait le corps ? Pourquoi avoir prolongé la souffrance de toute une famille ?» Cette affaire avait aussi été marquée par les difficultés d'extradition de l'accusé. Nous avons demandé l'extradition dans 2 dossiers, qui sont les dossiers d'un vol suivi de mort de quelqu'un qui a été égorgé, de viol de la compagne de cette personne et dans une série de vols à main armée qui ont été commis en Martinique. 18 ans après, la colère est toujours là et le sentiment d'une justice trop lente l'est aussi. Il a été extradé donc de Sainte-Lucie, il a voulu être jugé, il sera jugé, il va donner donc sa véritable version des faits. La cour d'assises de Martinique juge cette affaire pour la 2e fois. Absent lors de la première, Fabien Chérubin avait déjà été condamné à la perpétuité. Le procès, lui, se poursuivra jusqu'à mardi. Et toujours au tribunal de Fort-de-France, le procès des grands frères a suivi son cours tout au long de la semaine. Pour rappel, 13 Guadeloupéens sont accusés d'association de malfaiteurs pour des faits remontant à 2021 en pleine mobilisation contre l'obligation vaccinale. Jeudi, Loïc Chenilco, l'un des grands frères, a pris la parole face à notre caméra. Regardez. Ça va tourner en rond, ça va faire que ça, puisque les seuls éléments qu'ils ont, ce sont des écoutes interprétées. Donc ils le font passer pour des retranscriptions, mais en fait c'est des écoutes qui ont été interprétées par les enquêteurs. Donc ça a été orienté, le sens a été orienté, le sens des propos des gens a été orienté, et ils mélangent tout un tas de trucs pour en faire un dossier, et il n'y a aucun fait, il n'y a aucune preuve matérielle. Pour eux, c'est ça les preuves matérielles. Dans tous les cas, il faut se battre pour leur démontrer que, en fait, ça, c'est leur vision des choses, c'est leur façon de voir les choses et que la réalité en est tout autre. Et c'est ça la vraie vérité. Et c'est la vérité qu'ils doivent entendre. Il faut qu'ils l'acceptent. Et là, nous, c'est ça notre but. C'est de leur montrer qu'ils ont interprété, ils ont eu tort et qu'ils doivent reconnaître leur tort. Les élus étaient réunis jeudi et vendredi pour examiner les différents points à l'ordre du jour. Mais la première journée de plénière a surtout été marquée par un hommage particulier à Samuel Tavernier. Une minute de silence a été observée en ouverture en mémoire du maire du François et conseiller territorial avant un hommage public qui a été rendu dans l'Agora. Les réactions recueillies sur place par Dorian Caillula. Son départ brutal a laissé un vide immense. Un élu est en train de présenter ses vœux, autrement dit de souhaiter qu'il y ait de bonnes choses dans l'année, et que ce soit ses derniers mots, c'est quelque chose. Mais c'est au nom de l'Assemblée que je suis intervenu, et à mon nom personnel, parce que je le connaissais comme sportif, puisqu'on a été adversaire de handball ensemble, mais quand on est adversaire un jour, le lendemain on peut être sélectionné de la même équipe le lendemain. Je voulais dire notre possibilité, ce qui attend des fois les élus, la difficulté de la tâche, mais à travers nos différentes manières de voir, ça s'est dit plusieurs fois, c'est le fait de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble, même en affichant une opposition. Et sincèrement, ceux qui ont dit leur tristesse, ont exprimé leur tristesse, le choc de cette nouvelle samedi soir était vraiment dans le vrai. Ça nous a touchés, ça nous a fait quelque chose... un choc électrique. Aujourd'hui, c'était la première plénière après le décès de Samuel Tavernier, qui était bien plus qu'un collègue, c'était un ami. Il siégeait effectivement, on siégeait ensemble dans le même groupe à la CTR et pour nous, c'est une lourde perte. Samuel, c'était vraiment quelqu'un d'engagé et quelqu'un avec qui on était en relation très souvent, puisqu'on est aussi de mer du Sud et on était ensemble, enfin, on s'est eu la veille et donc pour nous, c'est vrai que ça a été très brutal et que ça a secoué notre groupe, mais l'ensemble de la Martinique et toutes les tendances confondues et c'est là qu'on voit combien Samuel Tavernier était apprécié et reconnu pour son engagement. Celle de Samuel Tavernier nous rappelle qu'on n'est pas éternel,
que ce sont des fonctions qui sont très prenantes. On se donne, on veut donner le maximum. Souvent, ce n'est pas toujours suffisant aux yeux des autres et on est souvent critiqué. Mais je crois qu'on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Et je crois que Samuel Tavernier, c'est ce qu'il incarnait. Il avait du temps pour tout le monde. Cap maintenant sur l'éducation et les derniers résultats des élèves de primaire en français et en mathématiques donnent un bulletin mitigé, encourageant sur certains points, mais toujours en dessous de la moyenne nationale. La rectrice, elle, souligne une nette amélioration des apprentissages du CP au CM2. Les explications avec Jean-Marc Carteron. Directive là au tableau, ici. En 2 ans, 80% des compétences des élèves martiniquais se sont améliorées. Une progression solide, mesurable et plus rapide qu'au niveau national. Illustration ce jeudi à Saint-Joseph avec la visite de la rectrice à l'école de Durand. Dans cette classe de primaire, les chiffres prennent vie. Et ces progrès, ce sont d'abord les élèves qui en parlent. Ça se passe bien avec Madame Nibul parce qu'elle explique bien les choses. Donc on arrive bien à comprendre. Il y a des devoirs, je stresse un petit peu, mais comme on dit, il faut toujours le faire, donc je le fais. Ma matière préférée, c'est la conjugaison. La matière que j'ai le plus de difficultés, c'est l'anglais. Derrière ces résultats, il y a surtout un travail de fond. Classe dédoublée, formation renforcée et de nouveaux dispositifs pédagogiques. Aujourd'hui, 99% des classes de CP, CM1 et CM2 en éducation prioritaire comptent moins de 15 élèves. Objectif, consolider les bases dès le plus jeune âge. Ici, on fait pas mal de rallyes, on fait rallye maths, on fait spelling bee. On a mis en place une pièce de théâtre, donc les enfants ont dû voir les divers textes, les diverses structures. Quand on travaille toutes les matières, je leur donne vraiment de la méthodologie, explication de texte, chercher les données pertinentes. Enfin, ça ressemble un petit peu à ce qu'on demande en 6e. La Martinique reste encore en dessous de la moyenne nationale. Mais fait marquant, la progression est plus rapide qu'ailleurs. Sur la période récente, 76% des compétences progressent plus vite qu'au niveau national. Une dynamique que la rectrice est venue saluer en personne à Saint-Joseph. Pour la 2e année consécutive, nous pouvons voir que les résultats s'améliorent de façon importante sur toutes nos classes de primaire et en particulier dans ce que nous appelons les compétences complexes, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit et la résolution des problèmes. Nous développons cette méthode, qui est une méthode vraiment sur le décodage, la fluence et la compréhension de l'écrit, de façon à nous assurer que la maîtrise du français est à un bon niveau quand ils vont rentrer au collège. Des résultats encore perfectibles, mais une trajectoire claire. En Martinique, l'école avance. Et ça fait faux. Place maintenant à l'actualité de vendredi avec les salariés du casino encore sous le choc. Un incendie s'est déclaré sur le parking du casino la veille. Une voiture a pris feu au moment du démarrage et les flammes se sont rapidement propagées vers d'autres véhicules. Au total, 6 voitures ont été totalement détruites, d'autres partiellement. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie et nous avons recueilli le témoignage d'un membre de la direction de l'établissement de jeu devant la caméra de Dorian Cayuela. Hier, effectivement, il y a ce véhicule qui s'est embrasé vers 20h30, très rapidement, suite à un problème technique qui s'est propagé à 5 véhicules avoisinants. À 20h55, les pompiers sont arrivés et ont circonscrit le sinistre assez rapidement. On ne déplore aucun blessé, il y a uniquement des dégâts matériels. Suite à un problème technique, la personne est venue essayer de démarrer son véhicule. Et apparemment, peut-être que ce sont les batteries qui se sont embrasées, mais il faut quand même attendre le rapport tout simplement. Il faut savoir que le véhicule est assuré. Donc chaque propriétaire des véhicules endommagés vont se rapprocher de l'assurance du véhicule en question et ils vont s'arranger uniquement avec l'assurance. On se tourne maintenant vers le sud de l'île et le carnaval. La grande parade du Sud, prévue au François le lundi gras 16 février, a été annulée. Une décision prise en lien avec le décès du maire de la commune. Jean-Marc Carteron s'est rendu sur place pour recueillir les impressions des carnavaliers et des habitants. Le carnaval du Sud n'aura pas lieu. Après le décès brutal du maire du François, la grande parade du Sud est annulée.
Une décision lourde de sens pour un événement majeur du carnaval martiniquais. Au François et dans le sud de l'île, l'annonce suscite émotion et compréhension. L'annonce du décès du maire, une annonce quand même qui était assez brutale, ça m'est venu tout de suite. Je me suis dit, aïe, je suis sûr qu'il n'y aura pas de parade du Sud. Pour moi, la mort du maire justifie pleinement l'annulation de la grande parade du Sud. Moi, très si ils n'ont pas fait grande parade, et puis, mais nous, on toujours resté en place. En vue du décès du maire, c'est compréhensible. La commune vit une certaine tristesse. En plus que est brutal, ce qu'on a connu, donc il est nécessaire d'annuler cette manifestation. Face aux contraintes organisationnelles et aux enjeux de sécurité évalués à 40 000 €, l'association Carnaval Sud Martinique a tranché. Pour elle, 2026 sera une année blanche dans le Sud. C'était pas possible parce que ce qui s'est passé samedi soir, c'était comme un séisme. C'est un tremblement de terre qui s'est passé en Martinique. Monsieur Samuel Tavernier, le maire du François, nous avait offert la ville du François sur un plateau. Surtout sur le plan financier, il s'était beaucoup investi pour offrir à la population martiniquaise et ailleurs, et surtout au François, l'une des plus belles parades du Sud. La commune du François, directement touchée par le décès de son maire, soutient cette décision exceptionnelle prise dans un contexte de deuil. Samuel Tavernier était un homme politique, certes. C'était aussi un homme de culture, très engagé sur toute la dynamique culturelle, et notamment le carnaval. Et comme vous le saviez, depuis quelques temps, nous avions fait revenir les courses de Yole au François, revenir les arrivées de tours cyclistes. Et maintenant, la grande parade du Sud devait avoir lieu au François, mais en l'état actuel des choses, le personnel est particulièrement touché, la population franciscaine aussi. Il était difficile de maintenir cette manifestation. Après avoir réuni 17 groupes à pied et près de 15 000 spectateurs l'an dernier à Ducos, le Carnaval du Sud marque une pause. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous en 2027 avec l'espoir d'un carnaval retrouvé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce journal. Pour revivre tous nos reportages et suivre l'actualité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, même heure, pour un nouveau JT de la semaine. Passez une excellente soirée sur ATV.